Cette photo-là peut paraître banale, voire même ratée, et pourtant c'est l'un des plus beaux plans du cinéma coréen, mais ça on y reviendra plus tard. En attendant, je peux vous montrer ça, ou bien ça. Vous avez sans doute reconnu ce chef-d'œuvre qui est Old Boy, mais avant de connaître la gloire avec sa trilogie de la vengeance, Park Chan-wook était un réalisateur quasiment rejeté à cause de l'échec de ses 2 premiers films. Il voulait donc à tout prix en réaliser un 3e, pour enfin obtenir un succès critique et commercial. Une dernière chance pour sauver sa carrière. Et c'est ce qui est arrivé avec Joint Security Area, sorti en 2000. JSA va devenir l'un des premiers piliers de la nouvelle vague coréenne, des films populaires, souvent violents, très violents même, qui utilisent les codes du genre pour interroger, voire dénoncer la société sud-coréenne. JSA est porté par des acteurs emblématiques de ce mouvement, comme Lee Byung-hun, superstar local, connu pour ses rôles hyper ambigus de héros en pleine déchéance. Oui, c'est bien lui dans Squid Game. On y retrouve aussi Song Kang-ho, acteur fétiche du réalisateur Bong Joon-ho, que tout le monde a au moins vu dans Parasite. Et enfin, Lee Young-hae, qui a donné ses traits à l'un des personnages féminins les plus stylés que j'ai pu voir. Mais JSA, de quoi ça parle exactement ? Le film se déroule à la frontière entre les 2 Corées, dans ce qu'on appelle paradoxalement la zone démilitarisée. Un nom trompeur, puisqu'il s'agit en réalité de l'un des endroits les plus militarisés au monde. Un jour, une fusillade éclate. 2 soldats nord-coréens sont retrouvés morts, et chaque camp accuse l'autre. Pour élucider l'affaire, une jeune officier suisse d'origine coréenne est dépêchée sur place. Le film alterne alors entre présent, avec l'enquête menée par cet officier neutre, et passé, à travers une série de flashbacks qui dévoilent peu à peu les souvenirs et les vérités cachées des soldats coréens. JSA est né dans l'urgence, celle d'un réalisateur au bord du gouffre, qui n'avait d'autre choix que de prouver une bonne fois pour toutes son talent s'il voulait sauver sa carrière. Et ce qu'il livre ici, c'est une leçon de mise en scène, un film charnière qui a carrément redéfini le cinéma coréen. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons par le début. JSA, c'est le nom d'un lieu, l'un des plus symboliques pour les 2 Corées, mais aussi l'un des plus dangereux et explosifs. Car, pour la faire courte, depuis l'armistice signé en 1953 par les 2 Corées, après 3 ans de guerre, une frontière est fixée au 38e parallèle. Au sud, un pays capitaliste, soutenu par les États-Unis. Au nord, un État communiste, soutenu par la Chine et l'URSS. Depuis, cette frontière reste l'une des plus militarisées et infranchissables du monde. Un véritable vestige de la guerre froide, un anachronisme politique. C'est un peu comme si le mur de Berlin était toujours debout en Europe, quoi. Sur cette zone plane en permanence une épée de Damoclès, et c'est précisément là que se passe le film. Park Chan-wook n'a pas pu tourner directement sur place, pour des raisons assez évidentes, vous en conviendrez. L'équipe du film a donc construit une réplique grandeur nature de la zone dans des studios. Ça représentait 1/3 du budget, pour ce qui était à l'époque le plus grand décor de l'histoire du cinéma coréen, rien que ça. D'ailleurs, la partie du Nord a été construite à partir de photos, de simulations informatiques et de témoignages d'anciens soldats du Nord passés au Sud, puisqu'il était impossible pour l'équipe du film de savoir à quoi ressemblait l'autre côté. Comme s'il voulait rentabiliser cet investissement, il a su totalement maîtriser sa mise en scène, afin de transformer un simple décor en espace politique, historique, mais surtout cinématographique. Cette scène, par exemple, peut vous sembler banale, mais elle a pourtant choqué tous les spectateurs coréens de l'époque. Car ce que vous voyez, c'est le pont de non-retour, un lieu hyper symbolique. Ce pont enjambe la frontière entre les 2 Corées. Et à la fin de la guerre, les prisonniers devaient y choisir définitivement leur camp. Une fois franchi, plus de retour possible. Et Park Chan-wook utilise sa caméra et son montage pour filmer une transgression ultime. Tout le public a eu le souffle coupé lorsque la caméra a franchi la ligne de démarcation du nord au sud, car c'était un mouvement impossible. Personne n'avait jamais franchi cette ligne. Pendant tout le film, Park Chan-wook va promener sa caméra dans le décor pour le rendre vivant et en faire le vrai antagoniste du film. La composition du cadre accentue cette menace invisible. Elle sert à séparer les personnages, mais aussi à les enfermer. Symétrie du plan, cadre dans le cadre, séparation visible entre les personnages, c'est le décor qui divise les hommes. La mise en scène du réalisateur fait tout pour illustrer au mieux la fracture absurde séparant 2 peuples voisins. Waouh! Les 2 côtés sont plus proches l'un de l'autre que je ne l'aurais cru. Oui, on pourrait même les entendre tousser. Je dis absurde car là est tout le propos du film. En concentrant sa mise en scène sur les lieux, sur un décor construit, il montre que la séparation est avant tout d'ordre politique, donc potentiellement réversible. Ce qui est construit peut logiquement être déconstruit. Surtout quand cette séparation divise 2 peuples qui ont pourtant la même histoire, la même culture, la même ethnie, etc. Bien sûr, Park Chan-wook reste sud-coréen, avec tout ce que ça implique comme parti pris.
Mais le film cherche constamment à équilibrer les points de vue. Donc votre mission est de demeurer parfaitement neutre, et non de les provoquer, que ce soit au sud ou au nord. Les cadres symétriques qu'on a déjà évoqués participent à cette idée. Chaque personnage occupe une part égale de l'image. Le film est d'ailleurs l'un des premiers en Corée du Sud à représenter les Nord-Coréens sans les diaboliser. Pour rappel, la glorification de la Corée du Nord est toujours passible de prison aujourd'hui. Il fallait donc être sacrément burné pour faire ce film à l'époque, censé être la dernière chance de sa carrière. Mais à y regarder de plus près, ce choix n'est pas anodin, et est même plutôt cohérent avec son temps. Le film sort en 2000, en plein cœur de la Sunshine Policy, une tentative de rapprochement entre les deux Corées, initiée par le président sud-coréen Kim Dae-jung. C'est une période de fragile espoir, où le dialogue semble, pour la première fois depuis longtemps, possible. JSA s'inscrit pleinement dans ce contexte. Il capte l'atmosphère d'ouverture et de tension mêlée, en proposant une vision équilibrée des deux camps au moment précis où les discours officiels commençaient à évoluer. La géographie des lieux participe à cette neutralité. Tout se déroule dans la JSA, zone tampon par excellence. On ne voit jamais la vie dans un autre pays, ni en Corée du Nord, ni en Corée du Sud, excepté 2 petites minutes qui se passent dans le Sud. Le spectateur n'a donc aucun point d'appui extérieur pour juger ou hiérarchiser les deux camps. La frontière devient un microcosme, où chaque interaction humaine se fait à l'échelle de l'individu, impliqué malgré lui dans un conflit, mais pas à l'échelle des nations et leurs idéologies. Petit détail, la neutralité passe aussi par les langues. Dans JSA, on parle coréen mais aussi anglais, et l'anglais devient en quelque sorte une langue tampon, une langue neutre. Le choix des personnages est également révélateur. 2 soldats du Sud, 2 soldats du Nord, tous sont traités avec les mêmes nuances, leurs forces comme leurs failles. Ce sont des simples rouages d'un système idéologique qui les dépasse, et non des héros ou des ennemis absolus. Chacun aura le droit à son chant et à son contre-champ. Chacun aura le droit à la parole et sera écouté. Le point de vue neutre est bien sûr incarné par le Major Jean. Bon, déjà, elle est suisse, nation neutre par excellence. Nous, on n'est pas à gauche. On n'est pas à droite non plus. On est pile au milieu. Ensuite, et malgré ses origines, elle n'est jamais venue en Corée auparavant. Donc un peu comme nous, elle découvre les lieux et les personnages pour la première fois, sans a priori. D'ailleurs, au début du film, la caméra épouse son point de vue. On est quasiment en première personne. Elle n'est pas simplement une figure extérieure, elle est littéralement notre regard à l'écran. Comme nous, elle essaie simplement de comprendre, sans juger. Et malgré son job de base, qui est d'élucider un crime, le film met beaucoup en avant sa bienveillance, son empathie et son implication émotionnelle. Elle incarne une neutralité dynamique, ni détachée, ni idéologique, mais attentive. Et c'est cette posture que le film nous invite à adopter. Le film nous rappelle que la neutralité n'est pas l'indifférence, ni le détachement, mais une volonté de comprendre les deux côtés sans les juger à l'avance. Si mettre en scène la frontière exige des plans symétriques et des couleurs froides comme le bleu, le blanc ou le gris, alors comment filmer une amitié qui se crée? Car la tension dramatique du film ne repose pas sur l'idéologie, mais sur l'humain. Le véritable conflit n'est pas le nord contre le sud, mais l'amitié interdite contre la frontière officielle. Car oui, le film dévoile assez rapidement son secret. Les soldats du nord et du sud ont en fait sympathisé. Tout l'enjeu de Park Chan-wook sera donc de décaler complètement l'ambiance du film pour nous faire croire en cette amitié. Avec des scènes d'intérieur par exemple. La chaleur d'une cabane propice au rapprochement, symbolisée par la fumée d'une cigarette, plutôt que de vastes espaces froids. Ça passe aussi par des couleurs chaudes, des teintes rougeâtres réconfortantes, de la luminosité jaune, plutôt que des nuances bleues blanches impersonnelles. De la musique intradégétique, alors qu'à ce moment-là du film, la musique se faisait plutôt rare. Des dialogues tout bêtes, qui illustrent la simplicité de l'amitié, plutôt que de grands discours idéologiques qui ne convaincront jamais personne. Avec des gros plans sur les visages, pour que les spectateurs s'intéressent à l'homme et non à l'uniforme. Alors que les cérémonies et autres tâches militaires étaient filmées en plan large, avec distance donc, l'amitié se filme, elle, en gros plan. Le visage de l'acteur investit tout le cadre, ce qui rend parfaitement visible sa joie, son rire ou même sa peur. On passe d'un monde glacial à un monde intime. Et la caméra a toujours sa mission de transgression. Alors qu'elle franchissait illégalement la frontière au début du film, elle tourne maintenant autour des personnages, comme si elle était aussi euphorique et ivre qu'eux. Et pour continuer à parler des mouvements de caméra, on va spoiler la fin du film. Donc si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre, foncez le voir d'abord. Le film se termine par le Major Jean parvenant à résoudre l'enquête. On découvre le comment et le pourquoi de la fusillade, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance. Est-ce vraiment important de savoir qui a fait quoi et qui a tué à la seconde près? Ce qui compte vient après. Le sergent sud-coréen se suicide d'une balle dans la tête, sans doute par culpabilité, mais aussi par déshonneur.
Car oui, aux yeux du Nord comme du Sud, le vrai crime n'est pas la fusillade ayant entraîné des morts et des blessés, mais plutôt l'amitié qui l'a précédé. Ensuite, le sergent nord-coréen retourne à son poste. Personnellement, je suppose que son amitié avec un soldat du Sud finira par se savoir et il se fera exécuter par sa hiérarchie. Quant au major Jean, elle est traumatisée, et l'amitié entre les 4 soldats n'est plus qu'un lointain souvenir. Ce qui explique sans doute ce mouvement de caméra inhabituel, comme si le film n'avait été qu'une parenthèse surréaliste, un monde à l'envers. Le réalisateur remet donc littéralement les choses à l'endroit. Voilà la réalité inéluctable de ce conflit, la mort. Les soldats sont préparés à la guerre, mais pas à la paix. Et d'ailleurs, on retrouve ce même mouvement de caméra plus tôt dans le film, et encore une fois dans une scène de suicide. À ce moment-là du film, le spectateur est déjà révolté face à cet immonde gâchis. Mais le film ne s'arrête pas là, il reste un plan, un ultime flashback qui nous renvoie à une scène que nous avions déjà vue au début du film. Nous pensions cette scène anecdotique, mais on la voit cette fois sous un autre point de vue. Ce dernier plan est une photographie, pas une scène vivante. C'est donc un moment figé dans le passé. Le photographe n'a aucune conscience de l'image qu'il vient de capturer. Cette photo sera à tout jamais perdue dans ses souvenirs de voyage. Mais Dieu merci, Park Chan-wook a fait un choix lumineux, celui de balader sa caméra sur cette photo afin d'attirer notre œil sur chacun de ses personnages. Ce n'est donc plus une simple photo intradiégétique, mais un véritable plan de cinéma qui porte toute la mémoire émotionnelle et cinématographique du film à destination du spectateur. Une photo ne ment pas, elle fige un instant précis, irréversible, elle capture des détails que le regard peut ensuite redécouvrir à l'infini. Mais paradoxalement, elle ne dit jamais une seule vérité, et son sens dépend du regard qu'il interprète. Elle dépend de la volonté du spectateur d'y chercher un sens, une signification. À la vérité objective s'ajoute la lecture subjective, et Park Chan-wook le sait très bien. En faisant lentement glisser sa caméra sur cette photo, il nous guide, il sculpte notre regard. C'est une recherche du sens, au-delà d'une simple photo perdue. Le simple souvenir capturé par un touriste curieux devient, grâce au réalisateur, la dernière photographie d'une amitié aussi intense qu'éphémère. Ce simple mouvement de caméra est au fond très humaniste. Park Chan-wook nous invite non pas seulement à voir, mais à partager son point de vue à lui et à donner une valeur émotionnelle à ce dernier plan. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix a traversé le temps de guerre. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir.